ma mère a pris ma carte de crédit dorée pour payer le traitement médical de mon père. Quelques jours plus tard, j'ai vu des photos de ma sœur profitant d'un voyage aux îles Canaries. Quand je lui ai demandé d'où venait l'argent, elle a souri et dit « Merci pour ta carte de crédit. Mais ne t'inquiète pas, j'ai juste utilisé 90 000 euros. » J'ai ri et répondu « Ma carte n'a que 100 euros dessus. Tu as vérifié le nom ? Je m'appelle Enoa Herrero, j'ai 28 ans, et le mois dernier, mon monde s'est effondré quand mon père a reçu un diagnostic de graves problèmes cardiaques. Quand maman, en larmes, m'a demandé ma carte dorée pour payer un traitement spécialisé, je la lui ai donnée sans hésiter. Une semaine plus tard, en scrollant sur Instagram, j'ai été choqué, ma sœur Elena se reposait sur une plage des Canaries. Quand je l'ai confrontée, elle a souri et dit « Merci pour ta carte de crédit, mais ne t'inquiète pas, j'ai juste pris 90 000 euros. » J'ai ri nerveusement et répondu « Ma carte n'a que 100 euros dessus. Si tu lis ça depuis ta chambre confortable, abonne-toi et dis-moi, tu dépenserais comment 90 000 euros, si tu les avais ?» Contrairement à ma sœur, qui croyait juste qu'elle les avait. Permets-moi de revenir un peu en arrière pour t'expliquer comment on en est arrivé là. J'ai toujours été la fille responsable dans ma famille. Après avoir été diplômé de l'Université Complutense de Madrid avec un diplôme en marketing, j'ai galéré pendant presque un an dans la vente au détail, en envoyant des tonnes de CV. Le monde du marketing à Madrid est ultra compétitif. Finalement, j'ai eu un poste débutant chez Seni Marketing, une des agences les plus prestigieuses de la ville. Pendant les 5 dernières années, j'ai travaillé sans relâche, souvent jusqu'à minuit, prenant les projets que personne ne voulait, construisant ma réputation client par client. Il y a seulement 2 mois, j'ai été promu stratège marketing senior, avec une belle augmentation. Pendant ces années, j'ai construit un excellent dossier de crédit. Je me souviens du jour où j'ai eu droit à la carte dorée. C'était pour moi un vrai symbole de responsabilité financière. Contrairement à beaucoup de mes collègues qui ont tout de suite explosé leurs limites sur des vêtements de luxe ou des voyages, moi, j'ai toujours respecté mon budget. Je transférais de l'argent sur la carte seulement quand j'en avais besoin pour une dépense spécifique. Le reste du temps, elle restait presque vide. Cette habitude m'est venue après qu'on ait presque volé mon identité à la fac, ce qui m'a rendu parano avec la sécurité financière. Mon père, Thomas Herrero, est tout pour moi. Il a enseigné l'histoire au lycée pendant 35 ans dans notre ville natale, à Tolède. C'est le genre de prof que ses anciens élèves viennent encore remercier des années plus tard. Papa m'a élevé avec des valeurs claires sur l'argent et l'honnêteté. L'argent va et vient, disait-il, mais une fois que tu perds ton intégrité, c'est dur de la récupérer. Tous les dimanches, quand j'étais petite, il s'asseyait avec moi à la table de la cuisine. Il m'expliquait des choses comme les intérêts composés, les fonds d'urgence, et la différence entre les besoins et les envies. Quand j'ai eu mon premier chèque de job d'été à 16 ans, il m'a aidé à ouvrir un compte épargne. Et il m'a appris à économiser 20% de tout ce que je gagnais. Ma mère, Catalina, par contre, a toujours eu une relation compliquée avec l'argent. Elle a grandi dans une certaine pauvreté, et elle est devenue obsédée par les apparences. Notre maison devait toujours avoir les meubles les plus récents, même si ça voulait dire vider les cartes de crédit. Elle louait des voitures neuves tous les 2 ans, juste pour ne pas paraître en dessous des autres. Comme disait papa avec un soupir. Quand j'étais au lycée, j'ai découvert qu'elle avait secrètement ouvert une carte de crédit au nom de papa, sans qu'il le sache. Le solde dépassait 14 000 euros. Papa lui a pardonné, après qu'elle ait promis de suivre des séances de conseil financier. Mais j'ai remarqué que le même schéma continuait, juste de façon plus discrète. Et puis il y a ma sœur, Elena, qui a 25 ans, et qui n'a jamais gardé un travail plus de 3 mois. Elle a étudié la communication dans une fac privée, ce qui a vidé les économies de nos parents. Et elle a abandonné en dernière année, parce qu'elle ne le sentait plus. Depuis, elle vit au sous-sol de la maison de mes parents, lançant parfois des idées de business qui ne se réalisent jamais. Elena a toujours été la préférée de maman. Elle partage le même amour pour le luxe et les apparences. Quand on était petite, Elena empruntait souvent mes vêtements sans me demander. Elle me les rendait tachés ou abîmés. Quand je me plaignais à nos parents, maman disait que j'étais égoïste. Papa essayait d'intervenir, mais ça ne marchait pas. Financièrement, la situation de la famille avait beaucoup empiré ces dernières années. La pension d'enseignant de papa n'était pas aussi élevée qu'il l'avait espéré. Et les petits boulots de maman comme agent immobilier n'apportaient pas de revenus stables.
leurs économies pour la retraite avaient fondu, à cause de mauvaises décisions d'investissement que maman avait prises sans en parler à papa. Et il y avait aussi le coût des études inachevées d'Elena. Je savais qu'ils avaient des difficultés, mais je ne me doutais pas à quel point c'était grave, jusqu'au diagnostic de papa. C'est arrivé d'un coup. Papa avait du mal à respirer depuis des semaines, mais il disait que c'était juste l'âge. Quand il a failli s'évanouir en tombant dans la pelouse, maman l'a enfin convaincu d'aller voir un médecin. Le diagnostic, une sténose aortique sévère, compliquée par un rythme cardiaque irrégulier. Il avait besoin d'un traitement spécialisé, pas totalement couvert par son assurance. Le cardiologue a recommandé un spécialiste à Madrid, très réputé, mais qui ne prenait pas leur assurance. Le coût estimé du traitement, environ 70 000 €. Il y a 3 semaines, maman s'est pointée chez moi sans prévenir. Elle avait les yeux rouges d'avoir pleuré et tenait une pochette remplie de documents médicaux. « Lénoa, je ne sais pas quoi faire », sanglotait-elle pendant que je lui faisais du thé. Le docteur dit que si ton père ne fait pas l'opération ce mois-ci. Elle n'a pas fini la phrase. Je me suis assise à côté d'elle sur le canapé, lisant les papiers médicaux avec de plus en plus d'inquiétude. Vous avez vérifié s'il y a d'autres spécialistes qui prennent en charge l'assurance, ai-je demandé. On a tout essayé, ce docteur Reyes est le seul qui a un taux de réussite adapté à l'état de ton père. Elle a posé sa main sur la mienne. Lénoa, je déteste te demander ça, mais tu pourrais nous aider? Juste temporairement. On a demandé un prêt médical, mais il n'arrivera que dans 2 mois au moins. J'ai hésité, des souvenirs de promesses non tenues me revenant en tête. Quand j'économisais pour acheter mon premier appart, maman m'avait demandé 2800 € pour des réparations urgentes à la maison. En réalité, c'était pour refaire la cuisine, qu'il ne pouvait pas se permettre. Il m'avait fallu plus d'1 an pour récupérer l'argent, après plein de discussions gênantes. Maman, j'ai pas cette somme disponible, ai-je dit honnêtement. Et ta carte dorée? Celle que tu disais avoir un gros plafond. Ses yeux brillaient d'espoir. Juste jusqu'à l'arrivée du prêt, je te jure. On te remboursera chaque centime. Je suis allé dans ma chambre, je me suis assise sur le lit et j'ai regardé ma carte dorée dans mon portefeuille. C'était pour papa. Pas pour les caprices de maman, ni les envies d'Elena. C'était une question de vie ou de mort. Je suis retourné au salon et je lui ai tendu la carte. C'est seulement pour les soins de papa, ai-je dit fermement. J'ai besoin de tous les reçus. Bien sûr, ma chérie, a dit maman en attrapant la carte comme une bouée de sauvetage. Je garderai la trace de chaque euro. Merci de sauver ton père. Elle m'a serré fort dans ses bras. Et malgré mes doutes, j'étais soulagé de pouvoir aider papa au moment où il en avait le plus besoin. Pendant qu'elle s'en allait, j'ai ajouté. Maman, souviens-toi que la carte a un plafond élevé, mais je ne transfère de l'argent dessus que quand c'est nécessaire. Appelle-moi avant chaque dépense pour que je puisse faire le virement. Ne t'en fais pas, on va tout coordonner, a-t-elle promis en s'essuyant les larmes. Tu es une bénédiction, Lénoa. Je l'ai regardé partir avec un mélange d'espoir et d'inquiétude. Je ne savais pas encore que ce geste d'amour allait complètement bouleverser notre famille. Les premiers jours après avoir donné ma carte à maman semblaient normaux. Elle m'envoyait des messages vagues sur des rendez-vous programmés et des consultations avec le docteur Reyes. Ton père est très courageux, disait un message. Le docteur dit qu'on l'a détecté juste à temps. J'étais en plein dans le plus gros projet de ma carrière, le rebranding d'une grande banque. Un projet qui, s'il réussissait, pouvait doubler les revenus de notre agence. Mes journées se terminaient tard dans la nuit au bureau. Je mangeais des plats à emporter avec mon équipe, je dormais sur le canapé de la salle de réunion, et je me réveillais pour continuer à bosser. Je n'avais presque pas le temps de regarder mes mails perso, encore moins d'aller voir mes parents, qui vivaient à 1 heure de route. Le 5e jour après avoir donné la carte à maman, j'ai appelé papa pendant ma pause déjeuner. Comment tu te sens? Maman dit que le nouveau docteur est optimiste. Il y a eu une pause au téléphone. Quel nouveau docteur? Je n'ai vu que le docteur Moral, comme toujours. Mon estomac s'est serré. Tu n'as pas rendez-vous avec un spécialiste à Madrid? Le docteur Reyes? C'est la première fois que j'entends ce nom, a dit papa, confus. Catalina a parlé de chercher d'autres options, mais on n'a encore rien décidé. J'ai changé de sujet pour ne pas l'inquiéter. Mais un doute venait de s'installer. Ce soir-là, même si j'étais épuisé,
j'ai décidé de faire un tour sur les réseaux sociaux avant de dormir. Je n'avais pas eu le temps depuis le début du projet. La première publication sur mon fil Instagram m'a glacé. C'était Elena, ma sœur, posant sur une plage avec un cocktail à la main. La légende disait: vacances surprises. Parfois, il faut juste se faire plaisir. Diez îles Canaries #Viedux #Béni. La date montrait que c'était posté plus tôt dans la journée. Mon premier réflexe a été logique, peut-être qu'elle avait économisé pour ce voyage. Ou bien elle y était avec un nouveau copain qui payait tout. Elena avait toujours su se débrouiller pour vivre dans le luxe sans avoir de revenus stables. Mais plus je faisais défiler, plus je voyais d'autres photos. Elena faisant le check-in au Ritz-Carlton à Bama, un des hôtels les plus chers de Tenerife. Elena en train de faire du shopping dans des boutiques de luxe, avec des sacs Gucci et Prada bien visibles. Elena dînant dans un restaurant que je connaissais d'un magazine, où le menu dégustation coûte 180 €. Mon cœur s'est mis à battre très vite. J'ai appelé maman. Répondeur direct. J'ai réessayé. Encore répondeur. Je lui ai envoyé un SMS. J'ai besoin de te parler du traitement de papa. Appelle-moi dès que possible. Aucune réponse cette nuit-là. Le lendemain matin, j'ai rappelé papa. Est-ce que maman a été à la maison cette semaine, ai-je demandé le plus naturellement possible. Elle fait des allers-retours, a-t-il répondu. Elle dit qu'elle rencontre des conseillers financiers pour le paiement des soins. Pourquoi tu demandes? Juste pour savoir comment vous allez, ai-je répondu, ne voulant pas le stresser. Et Elena? Elle est dans le coin. Elle a parlé d'un voyage entre amis. Pour être honnête, je n'ai pas trop vu ni l'une ni l'autre. Je me repose beaucoup. Après avoir raccroché, j'ai appelé le cardiologue de papa, le docteur Moral, en disant que c'était pour des informations d'assurance. La secrétaire a confirmé ce que je craignais. Aucun nouveau traitement n'a été prévu. Et nous n'avons pas envoyé Monsieur Herrero vers un spécialiste récemment. Son prochain rendez-vous régulier est dans 2 semaines. J'ai passé ma pause déjeuner à fouiller encore les réseaux sociaux d'Elena. Tout devenait clair. Elle était partie aux îles Canaries le lendemain du jour où maman avait pris ma carte. Ses publications taguaient des amis que je ne connaissais pas, et parlaient d'une semaine entière dans un des hôtels les plus chers de l'île. Une photo la montrait en train de faire du parachute ascensionnel avec cette légende. J'ai toujours voulu essayer ça. Je vis ma meilleure vie. Désespéré, j'ai appelé Juana, la voisine de mes parents et amie proche de maman. Juana, désolé, c'est un peu gênant, mais, tu as vu maman récemment? J'essaie de la joindre pour parler de papa. Oh, Catalina a dit que ce serait dur de la joindre ces jours-ci, a dit Juana joyeusement. Elle est d'Elena pour ses vacances surprises. Et quel geste gentil d'avoir organisé un voyage aussi agréable. Tout s'est assemblé dans ma tête comme un puzzle immonde. Ma carte n'était pas utilisée pour soigner papa. Elle finançait des vacances de luxe pour Elena aux îles Canaries. Le choc m'a frappé physiquement. J'ai couru aux toilettes pour vomir mon déjeuner. De retour à mon bureau, j'ai appelé la compagnie de cartes de crédit. Mais sans connaître les détails exacts des achats, il ne pouvait que me confirmer que la carte était en train d'être utilisée et presque au plafond. Ce soir-là, impossible de me concentrer au travail. Je suis parti plus tôt, ignorant les regards inquiets de mes collègues. Chez moi, je faisais les 100 pas, entre la colère et l'incrédulité. Comment avait-il pu faire ça? Comment maman avait-elle pu préférer offrir des vacances à Elena plutôt que de sauver papa? Et comment Elena pouvait-elle accepter un cadeau aussi extravagant, en sachant que cet argent était censé sauver la vie de papa? Je me suis effondré, en larmes, sur le sol de ma cuisine. Je me sentais trahi par les personnes en qui je devais avoir le plus confiance. Entre 2 sanglots, j'ai pris une décision. J'allais les confronter, preuve en main, dès leur retour. Ce n'était plus juste une question d'argent. C'était une trahison totale, une exploitation de mon amour pour mon père. Pendant les 2 jours suivants, j'ai tout documenté. Des captures d'écran des publications d'Elena. Mes messages avec le médecin de papa. Les SMS de maman parlant de rendez-vous inventés. Je ne mangeais presque plus, je dormais mal. Je vérifiais sans arrêt mon téléphone pour voir si de nouveaux achats étaient faits avec ma carte. Chaque nouvelle notification me faisait l'effet d'un coup de poignard. Finalement, une semaine après avoir donné ma carte à maman, j'ai reçu un SMS. On rentre demain.
On a de bonnes nouvelles pour le traitement de papa. J'ai hâte de tout te raconter. Le culot de ce mensonge n'a fait que renforcer ma décision. Demain, ils allaient devoir affronter les conséquences. Pendant tout le trajet jusqu'à Tolède, j'ai répété dans ma tête ce que j'allais leur dire. Devais-je commencer calmement, leur laisser une chance d'avouer? Ou devais-je montrer les preuves directement? Mes mains serraient le volant tellement fort que mes jointures devenaient blanches. Sur le siège passager, la pochette pleine de captures imprimées et les relevés bancaires reposaient comme une bombe prête à exploser. J'arrivais chez mes parents à l'heure du dîner, sans prévenir. Par la fenêtre de la salle à manger, je les ai vus tous les trois autour de la table. Maman servait ce qui ressemblait à un dîner de fête. La belle vaisselle était sortie, des bougies allumées, et une bouteille de champagne ouverte. Papa avait l'air fatigué, mais il souriait pendant qu'Elena racontait une histoire avec de grands gestes. Je suis resté figé sur le perron, digérant cette scène surréaliste. Papa avait toujours l'air malade. Il n'était pas allé bouger lentement, juste pour attraper son verre d'eau. Clairement, aucun traitement n'avait eu lieu. Quand j'ai sonné, maman m'a ouvert avec une expression d'abord surprise, puis un faux enthousiasme. « Renoa! Quelle belle surprise! On allait justement t'appeler pour t'annoncer les bonnes nouvelles. » Elle m'a fait entrer. Elena m'a vu, sa mine a changé une seconde, puis elle a repris son sourire. « Salut sœur. Tu arrives pile à temps. » Je racontais à papa le lever de soleil incroyable depuis le balcon de l'hôtel. Papa était vraiment content de me voir. « Renoa, tu travailles trop, tu as l'air crevé. Viens, mange un peu. » Je me suis assise. Maman m'a vite préparé une assiette. En moi, la tension montait, mais j'ai décidé de jouer le jeu un moment. Je voulais voir jusqu'où ils iraient dans leur comédie. Alors, c'est quoi les bonnes nouvelles sur le traitement de papa, ai-je demandé, les yeux fixés sur maman. Oh oui, s'est-elle exclamée. Le docteur Reyes pense que ton père est un excellent candidat pour le nouveau traitement. On l'a programmé pour le mois prochain. Il est très optimiste. Papa fronça les sourcils. Le docteur Reyes? C'est le spécialiste dont tu as parlé, Catalina? Je ne savais pas qu'on avait pris un rendez-vous. Le sourire de maman s'est figé. J'attendais une confirmation, chérie. Je ne voulais pas te donner de faux espoirs. J'ai bu une gorgée d'eau pour me calmer. C'est curieux. J'ai appelé le docteur Moral en début de semaine. Son cabinet n'a entendu parler d'aucune référence vers un autre médecin. Un silence pesant a envahi la pièce. Maman a ri nerveusement. Oh, ça doit être une erreur administrative. Ces cabinets sont parfois mal organisés. Elena, ai-je dit en me tournant vers ma sœur, qui soudain se concentrait très fort sur sa purée. Comment c'étaient les îles Canaries? Le Ritz-Carlton à Bahama avait l'air magnifique sur tes photos. Son visage s'est illuminé, comme si elle ne sentait pas la tension. C'était incroyable. Les soins au spa valaient le coup à eux seuls. Et le shopping. J'ai trouvé un sac Gucci magnifique, le dernier dispo. Ça devait coûter cher, ai-je commenté. Tu l'as payé comment? La dernière fois que j'ai vérifié, tu n'avais pas de travail. Elena a échangé un rapide regard avec maman, qui a hoché légèrement la tête. Eh bien, j'allais te le dire de toute façon, dit-elle avec un sourire satisfait, en attrapant son verre de vin. J'ai utilisé ta carte de crédit. Mais ne t'inquiète pas, j'ai pris environ 90 000 €. Il reste assez pour le traitement de papa. La façon décontractée avec laquelle elle a avoué m'avoir volé. Et le fait qu'elle supposait que ça ne me dérangerait pas. M'a laissé sans voix pendant quelques secondes. La fourchette de papa est tombée bruyamment sur son assiette. « Tu as fait quoi ?» a-t-il demandé, en regardant Elena puis maman. Maman est vite intervenue. « Thomas, ne t'énerve pas. Ce n'est pas bon pour ton cœur. Lénoa nous avait donné sa carte pour les frais médicaux, et on va aussi l'utiliser pour ça. » Mais Elena était très stressée ces derniers temps. Et le docteur a dit qu'un voyage l'aiderait pour son anxiété. « Quel docteur ?» ai-je demandé, ma voix devenant froide. « Le docteur Fellman, mon psy, » répondit Elena, sur la défensive. Il a dit que j'étais au bord du burn-out à cause de mes choix de carrière. J'ai ouvert ma pochette et posé les impressions des publications Instagram d'Elena sur la table. Donc, au lieu d'utiliser ma carte pour le traitement vital de papa, comme vous aviez promis.
Vous l'avez utilisé pour envoyer Elena en vacances de luxe aux îles Canaries. Eh Noah, dit maman d'un ton doux. Tu rends ça trop simple. Ce n'est pas noir ou blanc. On utilisera le reste pour ton père plus tard. Le prêt médical est encore en traitement. Et Elena avait vraiment besoin de souffler. Tu as un bon travail, un bon salaire, tu ne peux pas être heureuse pour ta sœur? Papa regardait les photos imprimées. Son expression passa de la confusion, à la douleur, puis à la colère. Catalina, tu m'avais dit que tu gérais les rendez-vous médicaux ces derniers jours. Tu étais vraiment aux Canaries avec Elena. Je faisais les deux, insista maman. Je passais des coups de fil pour ton traitement pendant qu'Elena profitait du resort. Je multitâchais. La tension monta très vite. Maman appela sa sœur, ma tante Paula, qui habitait pas loin sûrement pour avoir du renfort. Mais quand tante Paula est arrivée et a appris ce qui s'était passé, elle s'est rangée de mon côté. Catalina, c'est inacceptable, dit-elle en secouant la tête. Utiliser de l'argent prévu pour le cœur de Thomas pour envoyer Elena en vacances. Qu'est-ce que tu avais en tête? Tu ne comprends pas, dit maman, sur la défensive. Noah peut se le permettre. Elle a toujours été égoïste avec son argent. Égoïste, ai-je répété, en haussant la voix. Je t'ai donné ma carte parce que je pensais que papa risquait de mourir sans traitement. C'est ça, être égoïste? Elena leva les yeux au ciel. Tu fais trop d'histoire. C'est que de l'argent, tu peux en gagner plus. C'est là que papa prit la parole. Sa voix était calme, mais ferme. Ce n'est pas la première fois, hein Catalina? Tu as déjà fait des choses comme ça? Le visage de maman devint livide. Je ne vois pas de quoi tu parles. Les fonds de retraite manquants de l'an dernier, que tu avais dit perdus à cause de la bourse? La deuxième hypothèque sur la maison qui est apparue comme par magie? La carte de crédit à mon nom que je n'ai jamais demandée. Papa avait l'air dévasté. Où est passé tout cet argent? Maman n'a pas répondu. Mais son regard a brièvement glissé vers Elena. Et qui, tout à coup, semblait très intéressée par ses ongles. La confrontation a duré des heures. Maman est passée par toutes les étapes. Elle a essayé de se justifier. Puis elle a minimisé les faits. Ensuite, elle a tenté de changer de sujet. Enfin, elle s'est excusée, en pleurant. Mais ses larmes semblaient venir plus du fait qu'elle s'était fait prendre que d'un vrai remords. Elena, elle, alternait entre jouer la victime et défier tout le monde avec arrogance. D'autres membres de la famille ont été appelés. Certains disaient que je devais pardonner et oublier, parce qu'on est une famille. D'autres étaient horrifiés par la trahison. Malgré tout, je suis resté plus calme que je ne l'aurais cru. Je les ai laissés s'enfoncer avec leurs propres excuses. Quand maman a dit qu'elle avait toujours prévu de me rembourser avec sa prochaine commission d'agent immobilier, tante Paula a rappelé à tout le monde. Catalina n'a pas vendu de maison depuis plus de 2 ans. Quand Elena a insisté que ses vacances étaient nécessaires pour sa santé mentale, l'oncle Roberto a demandé. Et un jour au spa, ça n'aurait pas suffi? Finalement, quand il n'avait plus aucune excuse, j'ai dit. Je pense qu'il est temps que je vous montre autre chose. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon appli bancaire. C'est intéressant, ai-je dit calmement en fixant Elena. Parce que ma carte a une limite de 100 €, sauf si moi je transfère de l'argent dessus. Le silence a été total. Maman a blêmi. Et la mâchoire d'Elena est littéralement tombée. Papa semblait d'abord perdu. Et puis il a compris, et un petit sourire de soulagement est apparu sur son visage. Comment ça, une limite de 100 €, a balbutié Elena. Mais les paiements sont passés. J'ai acheté des billets en première classe, une suite de luxe. J'ai levé mon téléphone pour lui montrer. Depuis qu'on a failli me voler mon identité à l'université, je garde toutes mes cartes avec un plafond très bas. Je n'y transfère de l'argent qu'avant mes propres achats. C'est une mesure de sécurité. Mais, alors comment les paiements sont passés, demanda maman, perdue. Ils ne sont pas passés, ai-je expliqué. Ils sont encore en attente. Les compagnies de cartes autorisent temporairement les achats, surtout avec les hôtels ou les compagnies aériennes. Mais sous 24 à 72 heures, si les fonds ne sont pas là, tout est refusé et déclaré comme fraude. Le visage d'Elena s'est tordu d'angoisse en comprenant les conséquences. Donc, tous ces achats n'ont jamais été réellement acceptés.
Exactement, ai-je terminé pour elle. Et comme je ne t'ai jamais autorisé à utiliser ma carte, et qu'elle a été prise sous un faux prétexte, c'est de la fraude. Elena s'est levée d'un coup et a couru aux toilettes. On a vite entendu qu'elle vomissait. Maman s'est effondrée sur une chaise. Son château de mensonges s'écroulait. Papa est venu vers moi et a pris ma main. Tu savais tout ça depuis le début? Pas dès le début, ai-je admis. Mais j'ai très vite eu des doutes. Et quand j'ai compris, j'ai appelé la compagnie de cartes pour les prévenir. Ensuite, j'ai décidé de les laisser continuer, pour avoir les preuves. Maman est revenue après avoir vu dans quel état était Elena. Elle avait le visage gris. Il faut qu'on arrange ça, Enoa. Tu dois transférer l'argent pour que les paiements passent. Je l'ai regardé, choqué. Tu es sérieuse là? Tu m'as menti, tu m'as volé, tu as utilisé ma carte de façon frauduleuse. Et ta solution, c'est que moi, je paie quand même tout? Mais Elena va avoir de gros problèmes, gémit elle. On va l'accuser de fraude à la carte. C'est déjà une fraude à la carte, dit papa, d'un ton ferme qui surprit tout le monde. Catalina, tu comprends ce que tu as fait? Tu aurais pu ruiner la réputation financière d'Enoa. Tu lui as volé. Maman changea encore de stratégie. Elle pleura, sans retenue. Enoa, ma chérie, je suis ta mère. J'ai tout donné pour toi. Tu ne peux pas laisser ça arriver à ta sœur. On est une famille. Pendant un instant, j'ai senti cette vieille culpabilité. Ce poids de l'obligation familiale, qui m'avait toujours fait céder. Mais cette fois, quelque chose avait changé en moi. La manipulation ne marchait plus. J'ai repris mon téléphone et appelé le service antifraude de la carte, en haut-parleur. Bonjour, je suis Enoa Herrero. Je vous appelle à propos de ma carte dorée, se terminant par 4735. Maman s'est jetée vers le téléphone, mais papa a saisi son bras et lui a fait signe de ne pas bouger. Oui, je confirme que je n'ai pas autorisé les achats faits aux îles Canaries. Ma carte a été prise sous de faux prétextes et utilisée frauduleusement. Pendant que je parlais, je fixais maman droit dans les yeux. Quand j'ai fini l'appel, j'ai ramassé mes affaires pour partir. Maman sanglotait sur le canapé. Elena est sortie de la salle de bain avec du mascara coulant sur tout le visage. « Tu peux pas juste partir comme ça », a crié Elena. « Et tu dois réparer ça. L'hôtel dit qu'ils vont porter plainte si le paiement n'est pas fait. »« Tu as 25 ans, Elena, ai-je dit, épuisée. Il est temps que tu assumes les conséquences de ce que tu fais. »« Mais je risque d'aller en prison », a-t-elle crié. « Tu aurais dû y penser avant de voler 90 000 €. » Maman tenta une dernière stratégie. « Si tu passes cette porte, tu ne fais plus partie de cette famille. » Papa s'est levé lentement. « Non, Catalina. Si Enoa sort, c'est parce que toi et Elena l'Y avez poussé. Et si elle s'en va, alors moi, je la suis. » Je suis sorti de la maison avec ces mots qui flottaient encore dans l'air. Le soutien de papa m'a donné une force que je ne savais pas que j'avais. Le retour vers mon appartement était un mélange d'émotions. J'étais soulagé d'avoir tout dit. Soulagé aussi que le vol ne ruinerait pas ma vie financière. Mais j'avais aussi mal, car ma famille ne serait peut-être plus jamais la même. Cette nuit-là, seul chez moi, je suis passé des larmes à une sensation étrange de liberté. Mon téléphone vibrait sans cesse. Maman et Elena m'envoyaient des messages. Certains étaient des excuses désespérées. D'autres, des menaces à peine déguisées. « Tu vas regretter d'avoir brisé la famille », écrivait maman. Vers minuit, mon téléphone a sonné. C'était la sonnerie spéciale de papa. J'ai décroché immédiatement, inquiète pour sa santé. « Papa, ça va ? » Physiquement, je vais bien, dit-il, la voix fatiguée mais claire. Je voulais juste te dire que je suis fier de toi, Enoa. Ce que tu as fait aujourd'hui, c'était courageux. Ces mots m'ont fait pleurer à nouveau. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je sais, ma chérie. Moi non plus. Mais parfois, il faut que la vérité sorte pour qu'on commence à guérir. Ce que Catalina et Elena ont fait, c'était mal. Elles doivent le comprendre. On a parlé presque 1 heure. Papa m'a confié ses propres réflexions, sur tous les comportements qu'il avait laissés passer. Avant de raccrocher, il m'a promis d'aller lui-même voir son docteur pour chercher d'autres options de traitement, couvertes par l'assurance.
Je t'aime, Enoa. N'en doute jamais. Moi aussi, je t'aime, papa. Quand j'ai raccroché, j'ai dormi pour la première fois depuis des semaines. Et cette fois, c'était un sommeil paisible. Je savais que, quoi qu'il arrive maintenant, j'avais fait ce qu'il fallait. L'enquête de la compagnie de cartes de crédit a commencé tout de suite. Un agent spécialisé dans les fraudes, nommé Marcos, m'a appelé le lendemain pour prendre une déclaration détaillée. Je lui ai tout donné. Les messages de maman parlant du faux traitement. Les captures d'écran des posts Instagram d'Elena. Et une chronologie des événements. Malheureusement, mademoiselle Herrero, ce genre de choses arrive plus souvent que vous ne le pensez, m'a dit Marcos. Les fraudes dans la famille sont en réalité assez courantes. Et ce sont souvent les plus difficiles à dénoncer. Est-ce que des accusations seront portées automatiquement, ai-je demandé, toujours tiraillé. Ça dépend de plusieurs choses. La société de cartes va bien sûr chercher à récupérer les fonds utilisés. Pour les accusations pénales, c'est souvent vous, le titulaire de la carte, qui devez les demander. Mais attention, les commerçants concernés, surtout pour des gros achats, peuvent aussi porter plainte de leur côté. La réalité est tombée d'un coup pour Elena. Le lendemain de notre confrontation, elle m'a appelé paniquée. L'hôtel dit que je dois leur payer 22 000 € tout de suite ou ils appelleront la police, cria-t-elle, affolée. Enoa, tu dois m'aider. Je ne peux pas, Elena. Je n'ai pas 22 000 € à te donner. Même si je les avais, ça ne réglerait pas tout. Et tous les autres achats, alors? J'essaie de rendre quelques trucs, dit-elle désespérée. Mais les boutiques disent que les articles comme le sac Gucci étaient des ventes finales. Malgré tout, j'ai ressenti une pointe de compassion. Elena, tu devrais peut-être parler à un avocat. Un avocat? Mais j'ai pas les moyens. C'est ça, le problème. L'ironie de sa phrase ne m'a pas échappé. Il y a des services d'aide juridique gratuits. Mais Elena, tu dois comprendre la gravité de ce qui s'est passé. Je sais, et dit-elle rapidement. J'ai fait une énorme erreur. Mais tu es ma sœur, tu peux pas me laisser aller en prison. Ce n'est pas moi qui laisse quoi que ce soit arrivé. Ce sont les conséquences de tes actes. Après avoir raccroché, j'ai reçu plein de messages vocaux de maman, de plus en plus désespérés. Les premiers étaient pleins de larmes. Enoa, ma chérie, je suis tellement désolé. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. S'il te plaît, rappelle-moi, on peut arranger ça ensemble. L'après-midi, le ton a changé. Enoa Herrero, je suis ta mère. Tu ne vas pas détruire cette famille avec ton entêtement. Si tu n'aides pas ta sœur, tu regretteras ça toute ta vie. Et le soir, j'ai parlé avec ta tante Linda. Elle est d'accord avec moi, tu es cruel pour rien. La famille est de la famille, Enoa. Ton père est dévasté par ton comportement. Cette dernière phrase m'a poussé à appeler papa directement. Il a répondu dès la première sonnerie. Ne crois pas tout ce que dit ta mère, m'a-t-il dit calmement. Je ne suis pas dévasté par ton comportement. Je suis dévasté par la situation. Très vite, la famille élargie s'est divisée en deux camps. Les frères de maman ont pris son parti. Ils ont rempli ma boîte de réception de messages parlant de pardon et de loyauté familiale. Mais la famille de papa, surtout tante Paula et oncle Roberto, m'ont soutenu. Tante Paula m'a même proposé de venir vivre chez elle si j'avais besoin de souffler un peu. Le stress a fini par affecter mon travail. Pendant une présentation importante à un client, j'ai complètement perdu le fil. Je suis resté figé devant toute la salle de réunion. Ma patronne, Diana, m'a prise à part après la réunion. Enoa, ce n'est pas toi, ça. Tout va bien? Je me suis effondré. Je lui ai raconté une version simplifiée de ce qui se passait. À ma surprise, elle a été très compréhensive. Prends le reste de la semaine. Ce projet est important, mais ta santé l'est encore plus. On reprogrammera la réunion. Pendant ce temps, la santé de papa se dégradait à cause du stress. Il m'a appelé pour me dire qu'il avait eu un petit malaise. Il était de retour à l'hôpital pour surveillance. Le docteur dit que le stress émotionnel n'aide pas ma condition, a-t-il reconnu. Mais ne t'en veux pas, Enoa. Ce n'est pas de ta faute. Mais moi, je me sentais quand même coupable. Et si j'avais gardé le silence?
Et si papa allait plus mal à cause de tout ça? Je savais, en théorie, que le mensonge serait sorti un jour ou l'autre. Et peut-être de façon encore plus grave. Mais ça n'empêchait pas le poids émotionnel d'être très lourd à porter. La situation d'Elena s'empirait aussi. Elle a appris qu'elle risquait des accusations criminelles réelles. La compagnie de cartes avait transmis le dossier à son service juridique. Et vu le montant, près de 90 000 €, ils prenaient ça très au sérieux. Et ils disent que ça pourrait être qualifié de grand vol, semble-t-elle au téléphone. Je risque jusqu'à 15 ans de prison. Et Noah, s'il te plaît, dis-leur que tu m'as autorisé à utiliser la carte. Je ne peux pas mentir, Elena. Sinon, je serai complice de fraude. Mais c'est juste une déclaration. Dis-leur que tu as changé d'avis, que tu ne veux plus porter plainte. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des preuves que je ne t'ai jamais donné l'autorisation. Et que la carte a été obtenue sous un faux prétexte. Maman, de son côté, essayait maintenant de manipuler papa contre moi. Elle l'avait convaincu d'emménager dans une chambre au rez-de-chaussée, parce que les escaliers devenaient trop fatigants. Puis, elle avait limité son accès au téléphone, disant qu'il avait besoin de repos. Il m'a fallu 3 jours pour me rendre compte qu'elle filtrait ses appels, et ne le laissait parler qu'aux gens de son camp ou à Elena. Quand j'ai enfin réussi à lui parler, en appelant avec un autre numéro, papa avait l'air épuisé. Ta mère rend les choses très compliquées, et Noah. Elle croit qu'en coopérant, tout redeviendra comme avant. J'ai essayé de lui expliquer que, comme avant, ça ne nous allait déjà pas. Mais elle refuse d'écouter. J'ai commencé à voir une thérapeute, la docteure Monte, pour m'aider à gérer toutes ces émotions. Dès la première séance, j'ai craqué. J'ai l'impression d'avoir détruit ma famille, ai-je avoué en larmes. La docteure Monte m'a répondu calmement. D'après ce que vous m'avez raconté, votre famille avait déjà de sérieux problèmes. Les actions de votre mère et de votre sœur ont juste révélé des choses qui existaient déjà. Ce n'est pas vous qui avez créé ça. Mais si j'avais fermé les yeux, ai-je demandé. Quel message ça aurait envoyé? Que mentir, c'est acceptable? Que mes limites ne comptent pas? Que les vacances de ma sœur étaient plus importantes que la santé de mon père? Pendant les semaines suivantes, la docteure Monte m'a aidé à comprendre les dynamiques familiales dysfonctionnelles dans lesquelles j'avais grandi. On a identifié des schémas. Une mère qui manipulait. Une sœur qui vivait sans responsabilité. Un père gentil, mais trop passif. Et moi, toujours en train de tout réparer. Ce que vous décrivez, m'a-t-elle expliqué. C'est un modèle classique. Vous êtes la responsable. Celle qui sauve les meubles. Tandis que votre sœur a été autorisée à rester dans un rôle d'enfant éternel. Votre mère a nourri ce schéma. Et votre père, même s'il est aimant, a trop souvent laissé faire. Cette prise de conscience était douloureuse. Mais aussi libératrice. J'ai commencé à voir que mes propres comportements à vouloir toujours aider, ne jamais dire non avaient aussi contribué à tout ça. Pendant ce temps, les choses s'aggravaient juridiquement. L'hôtel des îles Canaries avait déposé une plainte formelle pour paiement frauduleux. 2 boutiques de luxe faisaient de même pour des articles non payés. L'enquête de la société de cartes de crédit approchait de la fin. Ils allaient devoir décider s'ils transmettaient l'affaire à la justice pénale. 40 jours après la grande confrontation, je suis arrivé à un moment décisif. Le service fraude de la carte m'a appelé. Mademoiselle Herrero, voulez-vous déposer vous-même une plainte pénale contre votre mère et votre sœur? Si vous refusez, on cherchera quand même à récupérer l'argent. Mais l'affaire pourrait ne pas être envoyée au procureur. C'est à vous de décider. Ce n'est pas une bonne ou mauvaise réponse. Mais refuser de porter plainte ne fera pas disparaître le vol. Et les commerçants impliqués peuvent quand même agir de leur côté. Cette nuit-là, je suis resté assise dans mon salon, devant la décision la plus difficile de ma vie. Est-ce que je pouvais vivre avec moi-même si Elena allait en prison? Et si elle n'y allait pas? Est-ce que je pouvais vivre avec l'idée qu'elle ne subirait aucune conséquence? Et maman? Et l'état de santé de papa? Tandis que je réfléchissais à tout ça, mon téléphone a sonné. C'était papa. Il appelait depuis la maison de tante Paula, où il était allé vivre temporairement pour fuir le stress. « Noah, dit-il, d'une voix plus forte que d'habitude. Peu importe ce que tu décides demain, je veux que tu saches que je te soutiens. Tu as toujours été mon pilier.
Et je suis désolé de ne pas t'avoir protégé de cette famille plus tôt. Ces mots m'ont donné la clarté dont j'avais besoin. 3 jours après mon appel avec papa, il a été hospitalisé de nouveau. Son cardiologue m'a appelé directement cette fois. Mademoiselle Herrero, l'état de votre père s'est fortement aggravé. Le stress a accéléré ses symptômes. Il faut faire l'opération tout de suite. Le traitement qu'on avait évoqué est désormais urgent. Quel est le délai, ai-je demandé, la main tremblante. On parle de jours, pas de semaines. Et sans intervention, le pronostic est très mauvais. Je l'ai remercié, puis j'ai immédiatement appelé le service facturation de l'hôpital. Le coût du traitement, après déduction de l'assurance, environ 62 000 €. Il proposait un plan de paiement, mais demandait un acompte important tout de suite. Je n'avais pas cette somme disponible. Sauf si je liquidais mon fonds d'urgence et retirais une partie de ma retraite, avec de grosses pénalités. 1 heure après cet appel, maman s'est présentée chez moi. Elle avait l'air épuisée, mais déterminée. « Je sais que tu es encore en colère contre moi, dit-elle alors que je la laissais entrer à contre-cœur. Mais là, c'est pour ton père. Le docteur dit qu'il faut agir tout de suite. Et on a besoin de ton aide financière. Je suis déjà en train de voir avec l'hôpital, ai-je dit en gardant mes distances. Oui, mais ils veulent un acompte maintenant, insista maman. Si tu retirais la plainte de fraude, peut-être qu'ils pourraient augmenter temporairement ton plafond de carte. Je l'ai fixé, choqué. Tu es en train de me dire que papa pourrait mourir, et toi, tu penses encore à sauver Elena. Ce n'est pas juste, protesta maman. Mais elle évitait mon regard. Je pense aussi à ton père, mais oui, je pense aussi à ta sœur. Là elle risque des accusations criminelles, et Noah. Notre famille est en train de s'effondrer. Et toi, tu as le pouvoir de la réparer. Je n'ai pas détruit cette famille, ai-je répondu calmement. C'est toi et Elena qui l'avez fait, quand vous m'avez volé et menti au sujet de papa. Maman s'est effondrée sur mon canapé. Et pour la première fois depuis tout ça, j'ai vu chez elle une vraie émotion. Je sais qu'on a mal agi, murmura-t-elle. J'ai toujours trop protégé Elena. Je lui ai tout donné, même ce que je ne pouvais pas. Je l'ai couverte de tout. Mais je n'avais jamais imaginé qu'on en arriverait là. Elle leva les yeux, rouges, vers moi. J'étais tellement obsédé par l'idée de lui offrir la vie que moi je n'ai pas eue, que j'en ai oublié ce qui compte vraiment. C'était la première fois qu'elle disait quelque chose d'aussi honnête depuis le début. Mais je suis restée prudente. Papa a besoin de ce traitement, et je vais faire en sorte qu'il l'ait. Mais je ne passerai pas par toi. Le lendemain, j'ai passé la journée à chercher toutes les options possibles pour financer l'opération de papa. J'ai appelé des organismes spécialisés dans les prêts médicaux. J'ai cherché des programmes de charité à l'hôpital. J'ai même envisagé un prêt personnel à auto. Finalement, j'ai pris une décision. Je liquiderai mon fonds d'urgence. Et je retirerai une partie de ma retraite. Cela me coûterait cher, et me ferait reculer financièrement de plusieurs années. Mais la vie de papa valait bien plus que de l'argent. Pendant ce temps-là, Elena avait commencé à changer d'attitude. À ma grande surprise, elle avait trouvé un travail comme réceptionniste dans un cabinet dentaire local. Elle avait aussi commencé à revendre ses vêtements et accessoires de luxe sur Internet pour récolter de l'argent. Elle m'a appelé, timidement. « Lénoa, je sais que tu veux sûrement pas me parler. Mais j'ai appris ce qui se passe pour papa. Et, je fais ce que je peux pour aider. » Sa voix n'avait plus le ton hautain habituel. J'ai déjà réuni environ 6 500 € en vendant mes affaires. C'est pas grand-chose comparé à ce que j'ai volé, mais, je veux que tu les prennes pour aider papa. Je suis resté sans voix. Tu revends tes affaires? Oui, tout ce que j'ai acheté aux Canaries, et même plus. J'ai aussi commencé ce boulot. C'est pas glamour, mais c'est un début. Et, demain, je vais voir un avocat commis d'office pour les accusations. C'était la première fois qu'elle semblait vraiment assumer ses actes. C'est bien, Elena. Je sais que ça n'efface pas ce que j'ai fait, dit-elle. Rien ne pourra l'effacer. Mais, je veux que tu saches que j'essaie de changer. Après avoir raccroché, j'ai ressenti un mélange très étrange. Était-elle sincère? Ou bien, était-ce encore un jeu, une nouvelle stratégie? Je ne savais pas. Mais 6 500 €, c'était toujours ça de gagner pour aider papa. Le lendemain,
je suis allé voir papa à l'hôpital. Il avait l'air fragile, allongé dans son lit, entouré de machines qui bipaient doucement. Quand il m'a vu, son visage s'est éclairé. « Voilà ma fille », dit-il en tendant la main vers moi. Je me suis assise près de lui, en retenant mes larmes. « Papa, j'ai réglé le paiement pour ton traitement. Tu seras opéré demain matin. » Ses yeux se sont ouverts en grand. « Noah, c'est énorme. Ta mère m'a dit que tu aiderais, mais je ne savais pas que tu allais tout couvrir. » « Pas tout, ai-je précisé. L'assurance couvre une partie. Et, crois-le ou non, Elena contribue aussi. » Papa avait l'air surpris. « Elena ? Notre Elena. » J'ai hoché la tête. « Elle vend ses affaires. Et elle travaille. » Un sourire s'est dessiné sur son visage fatigué. « Eh bien, ma foi. Peut-être que quelque chose de bon sortira de tout ce chaos, finalement. » On a passé l'heure suivante à parler honnêtement de notre famille. Pour la première fois, papa a reconnu son rôle. « J'ai toujours cru que le plus important, c'était de garder la paix », a-t-il avoué. « Je ne voulais pas créer de conflit, alors j'ai fermé les yeux. Trop souvent. J'aurais dû te défendre, Noah. J'aurais dû poser des limites. Tu ne m'as pas abandonné, papa, ai-je dit. Tu m'as transmis des valeurs importantes. Mais oui, parfois, la paix a un prix trop lourd. Avant de partir, j'ai précisé une chose. Le paiement pour ton traitement ira directement à l'hôpital. Pas via maman. Papa a compris et a accepté. C'est la solution la plus sage. Ce soir-là, j'ai rencontré maman dans un endroit neutre. Un petit café tranquille, à mi-chemin entre nos deux maisons. Je suis allé droit au but. Je vais payer l'opération de papa. Mais pas via toi, ni avec ma carte. J'ai déjà fait les démarches directement avec l'hôpital. Maman a hoché la tête, étonnamment calme. À partir de maintenant, ai-je continué. Je vais fixer des limites très claires. Je t'aime, maman, mais je ne te fais plus confiance. Cette confiance, tu devras la reconstruire avec le temps. Elle a baissé les yeux. Puis elle a demandé d'une voix prudente. Et les accusations de fraude ? J'y ai réfléchi, ai-je dit. Je suis prête à dire à la compagnie que je ne veux pas poursuivre pénalement, ni toi, ni Elena, mais sous certaines conditions. Maman s'est penchée, pleine d'espoir. D'abord, vous devez toutes les deux suivre de vraies séances de formation en gestion financière. Pas des séminaires en ligne. Ensuite, Elena doit continuer à travailler et mettre en place un plan de remboursement. Troisièmement, tu dois commencer une thérapie, pour comprendre pourquoi tu as toujours laissé Elena agir comme ça. Et enfin, papa doit avoir accès à toutes les infos financières et participer aux décisions. Le visage de maman exprimait un mélange de soulagement et de résistance. C'est beaucoup, Noah. Non, ce n'est pas beaucoup, ai-je corrigé. C'est même très peu, vu ce que vous m'avez fait. Et ce ne sont pas des exigences. Ce sont des étapes nécessaires pour qu'on puisse avancer. Après un moment de réflexion, maman a accepté mes conditions. Je lui ai dit clairement. Si vous ne respectez pas ça, je reconsidérerai ma décision de ne pas porter plainte. L'étape suivante, c'était la thérapie familiale. J'ai pris rendez-vous avec la docteure Monte, qui est spécialisée dans les familles. Nous sommes tous venus. Moi, maman, papa, et même Elena que l'hôpital a autorisé à sortir temporairement. La séance a été tendue, mais utile. On a mis en lumière des schémas familiaux anciens qui ont mené à ce désastre. Et Catalina, a dit la thérapeute à maman. Votre besoin de tout offrir à Elena vient de votre propre enfance difficile. Et Thomas, votre peur d'affronter les problèmes d'argent vient de vos propres souvenirs douloureux. Ces schémas ne justifient pas ce qui s'est passé. Mais les comprendre permet d'éviter que ça recommence. À la fin de la séance, on avait posé des bases. Pas pour redevenir la famille qu'on était. Mais peut-être pour devenir une famille plus saine. Le chemin serait long. Il n'y aurait aucune garantie. Mais pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti une petite lueur d'espoir. Pendant que je rentrais à Madrid ce soir-là, je repensais à tout ça. Une seule décision de donner ma carte à maman avait provoqué un changement énorme dans notre famille. Et je me suis dit, parfois, il faut que tout s'écroule, pour pouvoir reconstruire quelque chose de plus fort.
6 mois plus tard, un matin d'automne frais, je suis retourné à Tolède pour notre dîner familial du dimanche. Beaucoup de choses avaient changé depuis cette fameuse confrontation au printemps. Parfois, j'avais même l'impression de rendre visite à une toute nouvelle famille. La santé de papa s'était beaucoup améliorée après son opération. Ses couleurs étaient revenues, il avait meilleure mine. Il pouvait même monter les escaliers sans s'arrêter pour souffler. Les médecins étaient optimistes pour son avenir. Il disait même qu'il pourrait bientôt donner quelques cours d'histoire dans un petit collège local. Un rêve qu'il avait toujours eu pour sa retraite. De mon côté, mon propre parcours de guérison émotionnelle n'a pas été simple. Il y avait encore des jours où j'étais en colère. Des nuits où je doutais. Est-ce que j'avais bien fait? Est-ce que j'avais détruit ou sauvé ma famille? Mais la docteure Monte m'a beaucoup aidé. Elle m'a expliqué que pardonner, ce n'est pas un acte unique, c'est un processus. Pardonner ne veut pas dire oublier, m'a-t-elle dit. Et ça ne veut pas dire non plus accepter de te faire du mal à nouveau. Ça veut juste dire, laisser aller le passé et ne plus le laisser contrôler ton futur. J'ai suivi ce conseil. J'ai appris à pardonner ma mère et ma sœur, sans abandonner mes limites. Ces limites sont même devenues essentielles pour qu'on puisse se reconstruire, peu à peu. Avec des hauts et des bas. Avec des progrès, et parfois des retours en arrière. Mais les choses changeaient. Le plus grand changement, c'était chez Elena. Elle n'était plus la même. Elle avait gardé son job de réceptionniste. Et même mieux, elle avait été promue assistante responsable du cabinet. Elle allait chaque semaine à des réunions pour gérer ses dettes. Et elle s'était engagée dans un plan de remboursement sur 5 ans pour rembourser les achats faits avec ma carte. La compagnie de cartes et les magasins avaient accepté de ne pas porter plainte, à condition qu'elle rembourse tout. Un jour, pendant un de nos cafés mensuels, Elena m'a dit: « Je pense reprendre mes études, à temps partiel. Juste pour finir ma licence. Mais cette fois, je la paierai moi-même. » Il y avait une fierté dans sa voix que je n'avais jamais entendue. Une fierté d'avoir mérité quelque chose, au lieu qu'on le lui donne. Elle restait Elena un peu dramatique, toujours fan de mode. Mais elle devenait enfin une version responsable d'elle-même. Le chemin de maman, lui, a été plus compliqué. Les vieux réflexes ont la vie dure. Il y a eu plusieurs fois où elle est retombée dans ses habitudes. Cacher des dépenses, trop gâter Elena, éviter les discussions. Mais cette fois, les choses étaient différentes. Dès qu'un problème surgissait, on l'abordait directement pendant nos séances de thérapie familiale. Papa ne détournait plus le regard. Et moi, je n'intervenais plus pour sauver tout le monde. Le plus grand tournant a été quand maman a commencé à voir sa propre thérapeute. Elle a travaillé sur son passé, une enfance marquée par la pauvreté et les apparences. Elle m'a raconté un jour. Chez nous, l'image comptait plus que la stabilité. Ma mère cachait les factures à mon père pour acheter des choses qui faisaient bien. Je ne me rendais pas compte à quel point je reproduisais ce modèle. J'étais tellement obsédé à donner à Elena la vie que je n'ai jamais eue, que j'ai perdu de vue l'essentiel. De mon côté, ma relation à l'argent a aussi changé. Le fait de payer l'opération de papa m'a obligé à repartir de zéro. J'ai dû refaire mes économies, revoir mon budget, accepter des projets de marketing le week-end. Mais bizarrement, je me sentais plus en paix avec mes finances qu'avant. J'ai compris que l'argent, ce n'est qu'un outil. Ce n'est pas une mesure de valeur. Ce n'est pas une preuve d'amour. Et ça m'a inspiré à partager ce que j'avais appris. Une fois par mois, je donnais des petits ateliers dans un centre communautaire. J'y expliquais comment faire un budget simple, gérer une carte, et économiser un peu chaque mois. Parfois, on n'était que 3 dans la salle. Parfois, 20. Mais à chaque fois, voir les gens comprendre comment gérer leur argent me rendait heureuse. Ma relation avec papa aussi était plus forte que jamais. On s'appelait plusieurs fois par semaine. On avait enfin les vraies discussions qu'on n'avait jamais eues. Un jour, au téléphone, il m'a dit: « Je repense à ce que tu m'as dit l'autre jour, comme quoi tu as toujours dû être la responsable, même enfant. Je le vois maintenant. Et je suis désolé de t'avoir mis ce fardeau sur les épaules. » Ces mots m'ont touché au plus profond. Des blessures que je ne pensais pas avoir encore en moi, ont commencé à guérir. Quand je suis arrivé chez mes parents ce dimanche-là pour le dîner, j'ai vu que la voiture d'Elena était déjà garée. Mais ce n'était plus une voiture de luxe qu'elle louait en dépassant ses moyens. C'était une berline d'occasion, raisonnable,
qu'elle avait acheté avec ses propres économies. En entrant dans la maison, j'ai remarqué que tout était différent. L'ambiance avait changé. Maman et Elena étaient dans la cuisine, en train de préparer le repas ensemble. Maman l'écoutait vraiment, pendant qu'Elena racontait les difficultés de son travail. Elle ne détournait plus la conversation vers les apparences, comme avant. Papa, lui, était assis à la table, en train de réviser leur budget mensuel sur son ordinateur. Ça, c'était impensable il y a encore quelques mois. « Renoir », dit-il en se levant pour me faire un câlin. Parfait timing. Je montrai à ta mère combien on a économisé grâce à ton système d'enveloppe. Maman sourit, un peu gênée, mais sincère. Ça marche mieux que ce que je pensais. On a déjà remboursé 2 cartes de crédit. Pendant le dîner, la discussion était fluide. On parlait de tout, de choses simples, mais aussi de sujets plus profonds. Quand Elena a dit qu'elle avait fait un nouveau versement pour rembourser sa dette, tout le monde l'a félicité. Personne n'est resté bloqué sur le passé. Après le repas, papa m'a prise à part, pendant que maman et Elena faisaient la vaisselle. Je voulais te dire quelque chose, a-t-il dit, la voix calme. Le jour où tu as refusé de couvrir ce qu'elles ont fait, c'était l'un des jours les plus durs de ma vie. Mais aussi l'un des plus importants. Tu as brisé un cycle qui, je pense, existait dans cette famille depuis des générations. Ces mots m'ont fait monter les larmes aux yeux. J'avais tellement peur de tout casser. Tu nous as sauvés, Enoa, répondit-il simplement. Pas de la manière qu'on attendait. Mais tu l'as fait. Plus tard, en rentrant à Madrid ce soir-là, je repensais à tout ce qu'on avait traversé. Il y a un an, jamais je n'aurais imaginé que trahir ma confiance en me volant une carte de crédit me mènerait à quelque chose d'aussi profond, d'aussi vrai. Mais c'est ce qui est arrivé. Cette expérience m'a appris que le véritable amour, parfois, c'est dire non. C'est laisser les autres faire face aux conséquences de leurs choix. C'est poser des limites claires, non pas pour se protéger des autres, mais pour protéger la relation. Les limites ne sont pas des murs qui nous séparent. Ce sont des fondations solides, qui permettent aux relations de mieux tenir debout. Le chemin n'est pas terminé. La confiance se reconstruit petit à petit. De nouveaux réflexes doivent encore se mettre en place. Il y aura forcément des erreurs, des rechutes, des disputes. Mais pour la première fois de ma vie, je sens qu'on est enfin une vraie famille. Pas une famille parfaite. Mais une famille où chacun prend sa place, avec respect et honnêteté. Alors, si je devais parler à quelqu'un qui vit une situation semblable, je lui dirais ceci. Le chemin de la vérité et des limites n'est pas le plus facile au début. Mais c'est le seul qui mène à des relations saines et profondes. Parfois, le plus grand acte d'amour, c'est de refuser de laisser quelqu'un continuer à faire du mal. Même si ça fait mal, sur le moment. Si tu as vécu une trahison familiale. Si tu es toujours celui ou celle qui porte tout sur ses épaules. J'espère que mon histoire te donnera du courage. Poser des limites, ce n'est pas être égoïste. C'est essentiel. Et pardonner, ce n'est pas dire oui à nouveau. C'est se libérer du poids de la colère, tout en gardant la leçon apprise. Si tu veux, partage ton histoire dans les commentaires. Tu n'es pas seul. Et rappelle-toi. Parfois, les fins les plus douloureuses mènent au plus beau début.